La douce brise de septembre me caressait le visage alors que je franchissais les majestueuses portes de l'Université de Paris. La première fois que j'ai vu ce campus, avec ses tours gothiques et ses couloirs chargés d'histoire, mon cœur a fait un bond d'excitation. C'était un rêve que j'avais nourri tout au long de mon adolescence. Cependant, au même moment où cette attente bouillonnait en moi, une ombre d'insécurité s'est installée. Je savais qu'en tant que jeune homme noir, le chemin à parcourir ne serait peut-être pas facile. Dès mon entrée sur le campus, j'ai remarqué les regards. Certains étaient curieux, d'autres, je le savais, portaient des jugements. Un groupe d'étudiants blancs, rassemblés dans un coin, échangeait des chuchotements tout en me regardant. « Regardez qui est là », dit l'un d'eux avec un sourire moqueur. J'espère qu'il sait que ce n'est pas un endroit pour les novices. Ce qui m'a le plus dérangé, ce ne sont pas les mots, mais les rires qui ont suivi. Un rire qui faisait écho aux préjugés et au dédain. Je m'éloignai rapidement, essayant d'ignorer les voix qui se mêlaient à mes pensées. En première classe, la salle était pleine. Le professeur Jean, un homme d'âge moyen doté d'un œil critique, a commencé à parler de l'importance de la diversité dans le milieu universitaire. Lorsque j'ai levé la main pour proposer une idée, mon cœur a raté un battement. « Bien sûr, Malik, continue », a-t-il dit, mais après avoir entendu mon opinion, il a rapidement tourné la conversation vers un autre élève. « Peut-être avez-vous besoin de plus de temps pour comprendre la profondeur de ce concept », a-t-il déclaré, faisant rire les autres étudiants. Mon visage brûlait d'embarras. Ce que j'avais dit n'était pas moins valable, c'était juste différent. Et là, à ce moment-là, j'ai compris que ma présence n'était qu'une exception à la règle. Après le cours, je me suis retrouvé debout au coin du couloir, regardant les groupes se former. J'ai essayé de trouver un espace où je pourrais m'intégrer, où ma voix pourrait être entendue sans dédain. Je me suis approché d'un groupe qui semblait sympathique, mais dès que je me suis rapproché, la conversation s'est arrêtée. « Désolé, vous n'êtes pas au bon endroit », dit une jeune fille avec un regard de reproche. « Nous parlons de projets de recherche. Ce n'est pas votre point fort, n'est-ce pas ?» Les rires se répandirent à nouveau et je me retrouvai à reculer, le cœur lourd. La solitude a commencé à s'installer sur moi comme une ombre. Pour beaucoup, je n'étais qu'un étudiant noir dans une université élitiste. Pour moi, j'étais un rêve qui s'évanouissait. Ce que je voulais, c'était faire partie de cette conversation, avoir un espace où mes idées étaient valorisées. Mais la réalité était différente. La pression de l'environnement hostile m'a fait me demander si j'étais vraiment au bon endroit, si je devais y poursuivre mes études ou s'il valait mieux trouver une autre voie. Cette nuit-là, je suis rentré à mon appartement, le poids du jour m'écrasant. La ville de Paris, qui semblait autrefois pleine d'opportunités, apparaît désormais comme un labyrinthe sans issue. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les lumières briller, chacune racontant une histoire que je n'avais pas encore vécue. Mon téléphone a vibré. C'était un message de ma mère, Amina. « Comment s'est passé ton premier jour ? Souviens-toi, Malik, tu es fort et intelligent. Ne laisse personne te dire le contraire. » Ces paroles étaient un petit baume au milieu de la douleur. Mais l'insécurité persistait. Avec un profond soupir, je m'allonge, essayant de repousser les pensées négatives. Je ne pouvais pas laisser ces regards et ces rires me définir. Quoi qu'il arrive, je devais trouver un moyen de m'élever, de me battre pour ma place dans cette université qui, au début, semblait être la scène de mes rêves. Demain serait un nouveau jour et je devais être prêt à relever non seulement des défis académiques, mais aussi sociaux. Après tout, je n'étais pas là seulement pour apprendre, mais pour écrire l'histoire. L'après-midi était ensoleillé, mais la chaleur ne parvenait pas à faire fondre le poids que je sentais dans ma poitrine. C'était comme si chaque regard que je rencontrais sur le chemin du retour était une flèche, me frappant de préjugés et de dédain. Dans cette université, l'environnement qui était censé être un espace d'apprentissage et de croissance personnelle était devenu une prison émotionnelle. J'avais besoin d'un détour, d'une issue. Dès mon retour à la maison, j'ai vu ma mère, Amina, dans la cuisine, en train de remuer une casserole. L'odeur de son plat préféré m'a apporté un certain réconfort, mais l'inquiétude était évidente sur son visage. « Malik, tu as l'air un peu distant aujourd'hui. Ce qui s'est passé ?» Sa question était directe, comme une flèche bien dirigée. « Ah, maman, c'est juste difficile. J'ai l'impression que je ne suis pas le bienvenu là-bas, » répondis-je en m'asseyant à table, essayant de cacher ma frustration. Elle a arrêté ce qu'elle faisait,
s'est tournée vers moi et s'est assise à côté de moi. « Mon fils, te souviens-tu des histoires que je te racontais toujours en arrivant ici? Les difficultés que j'ai rencontrées? J'étais aussi méprisé, mais je n'ai jamais abandonné. L'éducation est une arme puissante. Ne laissez pas ces regards vous abattre. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. » La chaleur de mes joues se mêlait à l'humidité de mes yeux. « Mais maman, j'ai l'impression de mener une bataille perdue d'avance. Les professeurs ne me respectent pas et les élèves. Eh bien, ils ne me voient pas comme faisant partie du groupe. » Amina me tenait fermement la main. « Les autres ne te définissent pas, Malik. Cette université n'est qu'un endroit. Ce qui compte, c'est ce que vous faites avec l'opportunité qui s'offre à vous. Rappelez-vous qui vous êtes et pourquoi vous êtes arrivé ici. » Ces paroles ont résonné dans mon esprit et une étincelle de détermination a commencé à s'enflammer. To his raison, maman. Je ne peux pas les laisser gagner. Je dois faire quelque chose à ce sujet. Cette nuit-là, j'ai décidé que je n'allais plus me cacher. Le lendemain, je suis allé au centre étudiant, où j'ai appris qu'il y avait un groupe d'étudiants discutant de questions de discrimination. Avec un mélange de nervosité et d'espoir, je suis entré dans la salle et suis tombé sur un groupe diversifié, où des visages d'horizons différents étaient unis dans un objectif commun. « Salut les gars. Je m'appelle Malik et j'aimerais vous rejoindre », dis-je d'une voix tremblante mais ferme. Une jeune femme aux cheveux bouclés et au sourire accueillant ma souris. « Bienvenue, Malik. Nous sommes heureux de vous avoir ici. Nous discutons de la manière dont nous pouvons nous rassembler pour lutter contre la discrimination à l'université. » Je me suis assis et j'ai écouté les histoires des autres étudiants. Chaque récit était le reflet de mes propres expériences et j'ai lentement réalisé que je n'étais pas seul. Le sentiment d'appartenance a commencé à m'envelopper comme une couverture chaude par une nuit froide. Et si nous menions une campagne de sensibilisation au racisme à l'université? Ai-je suggéré, inspiré par tout ce que j'avais entendu. Nous avons besoin que les gens voient ce qui se passe réellement ici. Les visages autour de moi s'illuminèrent et un jeune homme vêtu d'un t-shirt du mouvement étudiant acquiesça. C'est une excellente idée. Nous pouvons utiliser les réseaux sociaux, des dépliants, rassembler les étudiants pour une grande manifestation. L'enthousiasme grandit dans la salle et l'idée prend forme. Tout le monde a commencé à faire des suggestions et l'énergie positive s'est répandue. Je ne m'étais jamais senti aussi puissant. La peur qui me paralysait autrefois s'est transformée en carburant pour le combat. « Faisons entendre nos voix », ai-je déclaré, sentant l'adrénaline monter dans mes veines. Personne ne nous fera plus taire. La réunion s'est transformée en un plan d'action. Nous avons décidé de nous revoir la semaine prochaine pour discuter des détails et des stratégies. En quittant la pièce, le sentiment d'espoir était palpable. J'avais trouvé une communauté, un réseau de soutien qui me faisait croire que le changement était possible. En rentrant chez moi, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Les paroles de ma mère ont résonné dans mon esprit et pour la première fois, j'ai eu l'impression d'être sur la bonne voie. Le combat ne faisait que commencer, mais j'étais déterminé à me battre non seulement pour moi-même, mais aussi pour tous ceux qui avaient été marginalisés et réduits au silence. L'avenir était encore incertain, mais je savais que j'avais trouvé ma voie, et avec elle, un but. La campagne était en cours, mais la résistance à laquelle j'ai été confronté était palpable. Le mur du collège, qui arborait auparavant des affiches pour les fêtes et les événements sociaux, était désormais rempli d'affiches avec des messages sur l'égalité et l'inclusion, tous motivés par mon initiative. Cependant, en même temps que je voyais les étudiants se rassembler, j'ai également remarqué des regards sales et des murmures méchants de la part de certains enseignants et de l'administration. C'est lors d'une de ces réunions que le professeur Jean, l'un des plus respectés de l'université, décide d'intervenir. « Malik, dit-il, interrompant ma présentation sur un ton dédaigneux. Croyez-vous vraiment que votre campagne puisse changer la mentalité des gens qui sont ici depuis des décennies? C'est juste un caprice de jeunesse. » Le murmure du public s'est accru et j'ai senti la chaleur de la honte monter sur mon visage. J'ai eu du mal à garder mon sang-froid. « Professeur Jean, répondis-je en essayant de ne pas laisser la nervosité prendre le dessus sur moi, il ne s'agit pas de changer l'état d'esprit de tout le monde d'un coup. Il s'agit de créer un espace où chacun se sent respecté et valorisé. Le changement commence par des conversations comme celle-ci. Conversations. Il rit, un rire sarcastique qui résonna dans la pièce. Les conversations ne résoudront pas le problème. L'université n'est pas un lieu d'émotion.
C'est un lieu pour l'intellect. Et si je puis dire, je ne vois aucune intelligence dans votre proposition. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai senti les regards de mes collègues, certains de soutien et d'autres de doute, et j'ai réalisé que ce moment ne concernait pas seulement moi, mais tous ceux qui s'y étaient déjà sentis invisibles. Professeur, nous ne pouvons ignorer que l'université n'a pas réussi à offrir un environnement véritablement inclusif. Les émotions font partie de notre expérience humaine, c'est précisément pourquoi nous devons en discuter ouvertement. La pièce devint silencieuse. Le professeur Jean, apparemment surpris par ma réponse, regardait l'assistance, comme s'il attendait un soutien. Mais, à sa grande surprise, certains étudiants se sont mis à applaudir. Le bruit croissant des applaudissements résonnait comme un signe que quelque chose était en train de changer. Je me sentais autonome, même face à l'hostilité. « Je vois que tu ne comprends pas l'impact que tes paroles peuvent avoir », rétorqua-t-il, mais sa voix contenait déjà une pointe de frustration. « Si vous continuez sur cette voie, vous finirez par vous isoler. L'académie n'accepte pas la médiocrité. » « Isolé ? Je ne suis pas seul, professeur, dis-je en regardant autour de moi et en remarquant que plusieurs étudiants hochaient la tête, d'accord avec ce que je disais. Nous sommes là, ensemble, prêts à nous battre pour un espace qui nous représente. Si c'est de la médiocrité, qu'il en soit ainsi. À chaque mot, je sentais l'énergie dans la pièce changer. Ce n'était pas seulement un combat personnel, c'était une lutte collective. La présentation que j'avais préparée est devenue un manifeste. J'ai parlé de la manière dont la diversité enrichit l'expérience universitaire et de la nécessité d'entendre des voix historiquement réduites au silence. Et, en expliquant mon point de vue, je me suis rendu compte que de nombreux étudiants prenaient conscience de la réalité que je décrivais. Après la présentation, le débat qui a suivi a été houleux. Certains étudiants se sont levés pour soutenir mon point de vue, tandis que d'autres, influencés par les propos du professeur Jean, ont tenté de discréditer ce que j'avais dit. Mais à chaque argument, à chaque réponse que je donnais, je remarquais que le climat changeait. Le soutien augmentait. « Malik, tu as raison », dit une camarade de classe, Aïcha, qui jusque-là était restée silencieuse. « L'université a besoin d'un nouveau look. Nous devons nous rassembler et faire en sorte que nos voix comptent. » Nous nous sommes applaudis et la tension qui flottait auparavant dans l'air a commencé à se dissiper. Le professeur Jean, se rendant compte qu'il avait perdu le contrôle de la situation, quitta la salle sans se retourner. En partant, une vague de soulagement et d'autonomisation m'a submergé. Ce jour-là, non seulement j'ai cessé d'être un étudiant luttant contre la discrimination, mais je suis devenu un leader, représentant une nouvelle génération qui refusait de se laisser réduire au silence. Le débat ne faisait que commencer et je savais que, même face à l'adversité, il existait un moyen d'avancer. Le soutien de mes collègues et la certitude que je faisais le bon choix étaient tout ce dont j'avais besoin pour continuer à lutter pour un avenir plus juste à l'université. L'atmosphère sur le campus était électrique. Le mouvement que j'avais entamé a commencé à prendre de l'ampleur et j'avais l'impression d'être au centre de quelque chose de bien plus grand que moi. J'ai été invité à prendre la parole lors d'un événement important qui réunirait les étudiants, les professeurs et l'administration universitaire. La nervosité m'a consumé, mais c'était l'occasion d'exprimer mon point de vue sur la diversité et l'inclusion. J'avais besoin de faire ça. Le matin de l'événement, je me suis regardé dans le miroir et j'ai pris une profonde inspiration. « Tu peux le faire, Malik », murmurai-je. En écoutant mes propres pensées, mon esprit s'est égaré vers les paroles encourageantes de ma mère. Amina a toujours dit que l'éducation était la clé du changement, et aujourd'hui j'étais sur le point d'utiliser cette clé. En arrivant à l'auditorium, j'ai remarqué que la salle était bondée. Des regards curieux, des murmures et quelques expressions de dédain. Ceux qui me méprisaient auparavant étaient là et je pouvais sentir la tension dans l'air. La scène était à moi et je ne pouvais pas me laisser ébranler. « Bonjour à tous », commençai-je en essayant de garder ma voix ferme. Aujourd'hui, nous sommes ici pour discuter de quelque chose qui va au-delà des statistiques ou de la politique. Nous sommes ici pour parler de vie, d'histoire et de l'avenir que nous voulons construire ensemble. Au fur et à mesure de mon discours, j'ai vu la réaction du public. Certains étaient clairement mal à l'aise, tandis que d'autres écoutaient attentivement. Que signifie faire partie d'une communauté universitaire ? Ai-je demandé en m'arrêtant pour observer les expressions. Pour beaucoup d'entre nous, la réponse va au-delà de la recherche de connaissances. C'est une question d'appartenance, de respect,
et surtout, d'équité. Pendant que je parlais, j'ai remarqué la montée en pression. Un professeur, Jean, celui-là même qui m'avait toujours méprisé, a levé la main. Malik, vous parlez d'inclusion, mais que savez-vous vraiment de ce que signifie être compétitif dans un espace académique? Vous demandez un avantage qui n'est pas mérité, a-t-il déclaré avec un sourire sarcastique. J'ai allumé le micro, sentant l'adrénaline monter. Jean, mon expérience ne se limite pas à la compétition. Il s'agit de survivre dans un environnement qui a souvent été conçu pour m'exclure. L'inclusion n'est pas un avantage, c'est une nécessité. Et nous devons tous comprendre qu'en ouvrant les portes à certains, nous ne les fermons pas à d'autres. Le murmure dans le public s'est accru et j'ai su que j'avais touché une corde sensible. Les paroles de Jean étaient empreintes d'un racisme structurel, et la réponse que j'ai apportée était celle d'un homme qui ne se laisserait plus dissuader. L'événement est devenu un débat houleux et le public a commencé à se diviser. J'ai vu des visages de soutien et d'autres de résistance, mais la conversation commençait. Nous avons besoin de plus que de simples discussions superficielles, nous avons besoin d'actions concrètes, ai-je déclaré. À partir de ce moment-là, les réseaux sociaux ont commencé à exploser. Des messages de soutien et de haine ont inondé mes notifications. Des menaces anonymes ont commencé à apparaître et j'ai été confronté à des insultes qui m'ont secoué. Vous n'avez pas votre place ici, ai-je lu dans un message. Cela a profondément touché. Mais en même temps, je savais que je ne pouvais pas abandonner. Le combat était plus grand que moi. C'était le combat de tous ceux qui, comme moi, se sentaient invisibles. Cette nuit-là, assise dans mon lit, j'ai regardé le plafond et je me suis demandé si cela valait vraiment la peine de continuer. Les paroles de ma mère résonnaient à nouveau dans mon esprit. Le combat est difficile, mais la victoire est douce. J'avais besoin de trouver ma force intérieure. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis levé et j'ai écrit un article sur les réseaux sociaux. La lutte pour l'équité est la lutte de nous tous. Je ne garderai pas le silence. L'événement suivant fut encore plus intense. En montant sur scène, j'ai ressenti un élan de détermination. Nous sommes ici pour changer le statu quo, ai-je déclaré. Nous ne permettrons pas que l'injustice reste silencieuse. Notre voix est puissante et ensemble, nous pouvons faire la différence. Le public s'est mis à applaudir et j'ai vu des visages autrefois hostiles s'éclairer désormais d'espoir. Le combat ne faisait que commencer, mais j'étais prêt à y faire face. Je n'étais pas seul et ensemble, nous formions une force avec laquelle il fallait compter. La douce brise d'automne me caressait le visage alors que je me dirigeais vers le campus de l'Université de Paris, désormais doté d'une nouvelle identité. C'était incroyable de voir à quel point la même atmosphère qui m'étouffait autrefois semblait désormais vibrante et pleine de possibilités. Le souvenir des regards méprisants et des rires étouffés m'accompagnait, mais cette fois, ce n'étaient pas des ombres qui m'empêchaient d'avancer. J'étais de retour, et il était temps de transformer ce lieu en un espace accueillant et inclusif. Malik, es-tu prêt pour ça? Me suis-je demandé en tenant fermement le dossier contenant le plan d'action que j'avais minutieusement préparé. Que pouvais-je faire pour changer l'état d'esprit d'une génération qui m'avait méprisé? Que puis-je faire pour m'assurer qu'aucun élève ne ressente ce que je ressens? En entrant dans le grand auditorium, j'ai vu des visages familiers. Certains professeurs m'avaient ignoré, d'autres qui, au moins, étaient restés neutres. Le murmure dans la salle s'est calmé alors que je m'approchais de la scène. Je me souviens de ce que disait toujours Amina, ma mère, le courage est la première qualité d'un leader. Et j'avais besoin d'être ce leader maintenant. Bonjour à tous, ai-je commencé, essayant de contrôler l'émotion qui me faisait presque hésiter. Aujourd'hui, je suis ici non seulement en tant que doyen, mais aussi en tant que personne qui a été à la place de beaucoup d'entre vous. Je suis ici pour parler de ce que nous pouvons faire ensemble pour garantir que l'Université de Paris soit un foyer pour chacun, quelle que soit la couleur de la peau, l'origine ou les convictions. Les regards de certains professeurs étaient fixés sur moi et je pouvais sentir la résistance dans leurs expressions. Le professeur Jean, qui me méprisait autrefois, était parmi eux. Ses yeux étaient froids, comme s'ils évaluaient chaque mot que je prononçais, prêts à trouver des défauts. Je souhaite mettre en œuvre des politiques de diversité et d'inclusion qui non seulement reconnaissent la présence d'étudiants issus de minorités, mais qui célèbrent également cette diversité comme un atout précieux pour notre communauté universitaire, ai-je poursuivi, sentant ma voix se renforcer à chaque phrase. L'éducation doit être un espace d'échange, d'apprentissage mutuel et non d'exclusion.
Un murmure d'approbation s'est élevé parmi les étudiants, et cela m'a donné du courage. Mais je sais que le changement ne vient pas sans résistance. À ceux qui se sentent menacés par l'idée d'inclusion, je dis, la diversité ne diminue pas notre culture, elle l'enrichit. Croyez-vous vraiment que cela fonctionnera? Jean m'a coupé la parole avec dédain, sa voix résonnant dans l'auditorium. Les universités ont toujours été un espace d'excellence, et l'excellence ne se mesure pas à la couleur de la peau. Exactement, professeur, répondis-je, restant calme même si mon cœur battait à tout rompre. Et si l'excellence se mesure uniquement par ce que l'on voit, alors nous perdons des esprits brillants qui pourraient énormément contribuer à notre savoir collectif. Vous, plus que quiconque, devriez comprendre cela. Les regards autour de moi ont changé. Certains élèves chuchotaient entre eux et j'ai remarqué que d'autres professeurs semblaient surpris par ma réponse. L'excellence académique est diversifiée, professeur. Et il est temps pour nous de commencer à agir conformément à cette réalité. Après la réunion, pendant que les étudiants discutaient avec animation en petits groupes, je me suis dirigé vers mon bureau. Le poids de la responsabilité était là, mais il y avait aussi un sentiment de soulagement. J'avais pu m'exprimer et la communauté semblait réceptive. Ce n'était que le début. On s'attendait à une résistance, mais ce qui m'importait, c'était qu'il y ait désormais un dialogue. J'étais déterminé à faire en sorte que chaque voix soit entendue, que personne n'ait à vivre ce que j'ai vécu. Et si Jean et d'autres professeurs voulaient me lancer un défi, je serais prêt. Après tout, la lutte pour la justice et l'égalité en valait la peine, et j'ai eu le courage et la détermination d'y faire face. En regardant l'université autour de moi, un sentiment d'espoir a surgi en moi. Je n'étais plus l'étudiant méprisé, j'étais le doyen qui apporterait le changement. Et ce n'était que le début d'une nouvelle ère. L'ambiance était tendue dans la salle de réunion et je sentais le poids des regards des professeurs et des élèves sur moi. Tout le monde était là pour discuter des politiques de diversité que j'avais proposées, et il était impossible d'ignorer la présence de Jean, le professeur qui, il y a des années, m'avait rabaissé. Il s'est assis à table, avec un air de dédain qui m'a rappelé les humiliations auxquelles j'ai été confronté pendant mes études de premier cycle. J'avais décidé qu'il était temps de l'affronter, et l'adrénaline coulait dans mes veines. Bonjour à tous, commençai-je en essayant de garder ma voix ferme. Aujourd'hui, nous sommes ici pour discuter non seulement des changements que je souhaite mettre en œuvre, mais également des défis auxquels nous avons été confrontés dans notre cheminement vers une université plus inclusive. Jean croisa les bras, un sourire cynique affiché sur son visage. Au fur et à mesure de la réunion, j'ai évoqué certaines des initiatives que je comptais mettre en œuvre, mais la résistance de Jean était palpable. Malik, penses-tu vraiment que ces changements sont nécessaires? L'université fonctionne bien ainsi depuis des années, a-t-il déclaré, la voix pleine de sarcasme. Ça a bien fonctionné pour qui, Jean? J'ai répondu, sans hésitation. Cette université est un espace d'apprentissage pour tout le monde, pas seulement pour certains. Nous devons veiller à ce que tous les étudiants se sentent accueillis et valorisés. Les murmures parmi les personnes présentes se sont accrus et j'ai pu remarquer quelques regards de soutien. Jean, cependant, n'a pas abandonné. Si vous voulez changer l'université, vous devriez peut-être vous soucier davantage de la qualité de l'enseignement que du nombre d'étudiants issus de minorités, a-t-il déclaré. Il était temps. D'un mouvement décisif, je sortis de ma mallette les documents que j'avais réussi à rassembler. Jean, vous avez joué un rôle actif en tentant de déstabiliser ma nomination comme doyenne, et par conséquent, les initiatives que j'ai proposées. Voici les enregistrements de vos tentatives de sabotage. J'ai soulevé les papiers et un silence sépulcral a envahi la pièce. Les visages autour de moi sont devenus un mélange de choc et d'incrédulité. Qu'est-ce que tu dis, Malik? Jean essaya de se défendre, mais sa voix tremblait. Je dis que votre résistance n'est pas seulement une question d'opinion, mais une tentative délibérée de maintenir les inégalités dans cette université. Vous vous êtes toujours opposé à tout changement qui profiterait aux étudiants issus de minorités. Ce n'est pas seulement une différence de vision, c'est du racisme institutionnalisé, ai-je déclaré, la passion pour la justice brûlant dans ma poitrine. L'administration n'avait d'autre choix que d'agir. Ils ont convoqué une réunion extraordinaire pour discuter de la situation, et l'ambiance dans la salle est devenue intenable. Jean, désormais visiblement nerveux, tentait d'argumenter, mais son attitude arrogante avait été démontée.
La communauté universitaire est prête à voir le changement et ne lui permettra pas de continuer à entraver ce progrès. À la fin de la réunion, les membres de la direction se sont rassemblés dans un coin pour discuter de la situation. Jean, réalisant que son temps était compté, se leva pour protester, mais une vague de désapprobation balaya la salle. « Vous ne pouvez pas faire ça. Il se laisse guider par un jeune qui ne sait pas de quoi il parle. » a-t-il presque crié. Mais la vérité est que, pour la première fois, l'université écoutait. La résistance à laquelle j'avais fait face au fil des années se transformait désormais en soutien. Lorsque la direction a finalement annoncé le licenciement de Jean, il n'y avait plus de place au débat. La décision était claire et applaudie par beaucoup. Cette pièce, qui était autrefois un champ de bataille, vibrait désormais d'une nouvelle énergie. Je me suis levé et j'ai regardé avec un sourire les élèves et les professeurs qui me soutenaient. C'est une nouvelle ère pour l'Université de Paris. Travaillons ensemble pour garantir que chaque voix soit entendue et respectée. La diversité est notre force et ensemble, nous transformerons cette institution en un modèle d'inclusion et de respect. Les applaudissements étaient assourdissants. Je savais que ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais un accomplissement collectif. Le combat que j'ai commencé il y a des années devenait désormais une réalité palpable. En regardant les visages émus devant moi, j'ai réalisé que l'avenir était radieux. Et, avec une détermination renouvelée, j'étais déterminé à poursuivre ma mission de transformer des vies, un étudiant à la fois.